Bonjour et bienvenue sur Algomus. Théorie des ensembles, toujours. Nous avons vu dans une première vidéo comment est-ce qu'on pouvait définir un ensemble, comment on pouvait le définir par rapport aux éléments qui le composent ou alors par rapport à une règle qui permettait de savoir si un élément faisait partie de l'ensemble ou pas. Dans une deuxième vidéo, on a vu comment est-ce qu'on pouvait mettre en relation binaire des éléments issus de deux ensembles différents ou alors issus du même ensemble. Et là, je vous propose une troisième vidéo qui cette fois-ci va parler des applications d'un ensemble dans un autre. Donc on ne va pas plus s'intéresser seulement à des éléments particuliers d'un ensemble, on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait créer finalement des relations directement sur tous les éléments d'un ensemble. Encore une fois, en traitement informatique, ça va nous permettre de traiter les ensembles par lot, et encore une fois, ça va nous permettre de nous baser sur la grande puissance de calcul de l'ordinateur, qui va nous permettre de calculer très très vite des choses lorsqu'on lui donne énormément de données en entrée. Donc à partir du moment où on arrive à définir des ensembles et de dire à l'ordinateur qu'il va travailler sur ces ensembles-là, en fait on aura gagné puisqu'on aura créé la structure où on va mettre nos données dedans et on va pouvoir lui donner le traitement qu'il a à faire et il va pouvoir le faire à notre place. Et c'est exactement ce que l'on cherche systématiquement avec l'ordinateur, c'est d'arriver à lui faire les choses les plus rébarbatives à notre place. Alors qu'est-ce qu'on appelle application d'ensemble sur un ensemble ? Alors une application d'un ensemble dans un ensemble, on va essayer d'en donner une petite description. Une application d'un ensemble E vers un ensemble F, donc chacun constitué d'éléments, est une relation binaire de E vers F qui a tout élément de E, donc ça c'est très important cette fois-ci, c'est que la relation s'applique à tous les éléments de E. Pas juste à certains, cette fois-ci il s'applique vraiment à tous les éléments de E, associe un unique élément de F. Donc c'est-à-dire que la relation binaire, à partir d'un élément de l'ensemble de départ E, elle peut associer un élément de l'ensemble d'arrivée F sans aucune ambiguïté. On ne peut pas partir, par exemple, d'un élément et de dire je ne sais pas exactement sur quel F je vais arriver. Non, on sait exactement dans quel élément de F on va arriver. On va l'illustrer avec un petit exemple. Pour cela, j'ai utilisé la fonction x qui donne x carré. Et donc on voit que pour chaque valeur de x, que l'on prend dans R par exemple, on peut calculer x carré sans ambiguïté. C'est-à-dire que par exemple je prends la valeur 1, et bien x carré va valoir 1. Je prends la valeur 2, x carré va valoir 4 cette fois-ci. Et donc vous voyez qu'à partir de n'importe quel x, je peux déterminer de façon inéquivoque quel est le résultat par la fonction x carré. Alors x carré, c'est une fonction qui n'a pas été choisie de manière complètement anodine, puisqu'en fait, vous vous rendez compte que l'inverse est moins vrai. Si vous prenez par exemple la racine carrée au lieu de prendre x carré, et bien si vous avez la valeur 1 qui représente un carré, revenir en arrière, et bien on peut revenir soit si on était venu de 1, puisque 1 fois 1 ça fait 1, mais on aurait pu aussi avoir moins 1, puisque moins 1 fois moins 1, ça fait aussi 1. Et donc vous voyez qu'en fait on n'est plus sur quelque chose de sûr, on n'a plus qu'un seul résultat. Si je prenais quelle est la racine par exemple de 4, et bien la racine de 4 ça peut être 2, et ça peut aussi être moins 2. Et donc en fait vous voyez que là cette fois-ci j'ai plus un unique élément qui est associé par rapport à cette fonction. J'ai deux éléments qui peuvent convenir. Et donc l'application, elle par contre, elle est toujours dans le sens où il n'y a qu'un seul élément dans l'ensemble d'arrivée qui peut convenir à l'élément de l'ensemble de départ au travers de cette relation. Et donc en termes de vocabulaire, on dit que on a f de x égale y et que y est l'image de x et que x est l'antécédent de y. Donc y est l'image de x au travers de la relation, x est l'antécédent de y au travers de la relation. Et donc on sent bien déjà que cette relation est orientée, qu'il y a un sens, on a bien un antécédent et on a bien une image, donc on a bien cette notion de sens, d'antécédent vers l'image. Et c'est ce qu'on retrouve sur la notation également. On a bien cette flèche qui va dans le premier exemple de E à F ou dans le deuxième exemple de R à R. Et on a bien cette flèche, encore une fois, qui dit que pour un x donné, on obtient un y, ou pour un x donné, on veut récupérer x au carré. Donc encore une fois, cette relation est bien orientée et il faut faire attention au sens dans lequel on met les éléments. Alors, pour illustrer un petit peu cette application, on va essayer de voir cette notion de image directe et image réciproque.
On va prendre par exemple on va prendre f, une application de E vers F. Et A, qui va être une partie de E. Donc on avait déjà vu que les parties ou sous-ensembles, c'était un nombre fini d'éléments, dont tous les éléments, par exemple de A, sont aussi des éléments de E. C'est une partie. J'en ai découpé un bout, c'est une petite partie. Eh bien, l'image directe de A par F, notée F de A, est l'ensemble des images des éléments de A. Par exemple, si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure de x égale x carré, si je prends x compris entre 0, je prends x 0, 2 et 4, eh bien les images vont être 0, 4 et 16, donc les carrés. Et donc on s'aperçoit que si on prend une partie du sous-ensemble de l'ensemble de départ, en fait, l'image de ce sous-ensemble va aussi donner un sous-ensemble dans l'espace d'arrivée. Et ça se note par exemple que l'ensemble A au travers de l'application f de A, c'est en fait l'ensemble des f de x avec x appartient à A. Donc c'est l'ensemble des images de tous les éléments qui sont présents dans A. Et cet ensemble va de nouveau donner un sous-ensemble qui cette fois-ci va être présent dans F, inclus dans F. Et si on reprend un petit peu la définition de l'inclusion, on peut aussi dire exactement que tout élément qui appartient à F de A appartient également à l'ensemble d'arrivée F. Donc, pour l'image directe, on va reprendre le cas du carré, et on va essayer de voir qu'il y a différentes façons, finalement, de définir l'ensemble d'arrivée, ou l'ensemble de départ. On avait dit, par exemple, qu'on pouvait définir un ensemble en mettant la liste des éléments qui le composent, donc une liste d'éléments finis. Là, par exemple, dans ce premier exemple, c'est ce qu'on a fait, on a défini l'ensemble A tel que A est égal aux entiers 0, 2 et 4. L'image directe de A est f de A, au travers de la relation de l'application x donne x carré. Et donc, si dans mon ensemble de départ j'ai 0, 2, 4, et bien dans mon ensemble d'arrivée, je vais avoir ces valeurs-là au carré, qui vont être 0, 4 et 16. Et donc l'image de A par rapport à la relation carré va me donner l'ensemble 0, 4, 16. Si je n'ai pas défini mon ensemble par les valeurs finies, toutes les valeurs qui sont contenues dans l'ensemble, par tous les éléments de l'ensemble, je peux aussi spécifier un intervalle par exemple. Donc cette fois-ci, l'ensemble A est un intervalle tel que A est l'intervalle 2, 6 avec 2 compris et 6 compris. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus sur un nombre fini d'éléments, on est sur un intervalle et toutes les valeurs de l'intervalle pourraient correspondre. Et vous allez voir que l'image de cet intervalle est encore une fois va aussi donner un intervalle et donc un nombre fini d'éléments, un nombre infini d'éléments, mais qui va être borné au travers d'un intervalle. Donc cette fois, on a l'ensemble A qui est l'intervalle 2, 6 compris, et donc on a x tel que x est supérieur ou égal à 2 et x est inférieur ou égal à 6. C'est ce que veut dire l'intervalle. C'est que x est compris entre 2 et 6 et peut être égal à 2 et peut être égal à 6. Qu'est-ce que ça veut dire pour le carré de x? Eh bien le carré de x, ça veut dire qu'il va être compris entre le carré de 2 et le carré de 6. Donc x carré va être compris entre 4 et 36. Et donc comme ce qu'on essaie de représenter, c'est la valeur, c'est l'application x donne x carré, et bien on a résolu notre problème et on est arrivé à retrouver l'intervalle x carré est compris entre 4 et 36, donc l'image de A au travers de l'application f, eh bien c'est l'intervalle 4, 36. Donc vous voyez que l'application peut à la fois porter sur un nombre fini d'éléments, ou alors sur un intervalle, ou une règle qui pourrait être précisée pour savoir si un élément a bien les propriétés qui conviendraient pour respecter un sous-ensemble. L'image réciproque, cette fois-ci, c'est en fait faire le chemin inverse du chemin que l'on vient de faire. Donc on avait une application de f qui allait de E vers F, et on va essayer de prendre cette fois-ci B, une partie, un sous-ensemble, une partie de F. Donc encore une fois, si B est une partie de F, ça veut dire que tous les éléments qui sont dans B sont également dans F. On a pris une petite partie de F. Et l'image réciproque de B par F, notée F moins 1 de B,
pour dire en fait le -1, ça veut dire vraiment qu'on va dans l'autre sens, est l'ensemble des éléments de E, donc de l'ensemble de départ, qui ont leur image dans B. Et donc on s'aperçoit que l'image réciproque, c'est vraiment cette notion-là de faire le chemin inverse. On avait une image directe qu'on avait récupérée au travers de cette application, et maintenant on essaie de partir de l'ensemble d'arrivées, et on essaie de récupérer quels sont les antécédents qui nous ont permis d'arriver à cet ensemble d'arrivées. Et donc on note f-1 de B, c'est tous les x qui appartiennent à E, dont f de x appartient à B. C'est-à-dire, c'est tous les x qui appartiennent à E, dont l'image, en fait, se retrouve dans le sous-ensemble B de f. Donc on a bien cette notion de chemin aller, chemin retour, l'image directe, l'image réciproque. Et donc on a encore une fois la possibilité de classer les applications vu comment elles sont en fait mises en place. Elles ont plusieurs propriétés, et ces propriétés-là, en s'interrogeant sur ces propriétés, on va en apprendre un petit peu plus sur les applications et on va pouvoir les classifier. Et donc la première application que nous allons voir, c'est l'application injective. On va essayer de la décrire et on va voir que ces applications-là, en fait, on peut faire un rapport très simple avec la base de données pour comprendre comment tout cela fonctionne. Donc si f est une application de E dans f, et si tout élément de f possède au plus un antécédent par f, alors f est une injection, ou alors on peut appeler ça aussi une application injective. On va tout de suite prendre un exemple pour illustrer ce que tout cela veut dire. Donc si on prend deux éléments distincts de l'ensemble de départ E, alors leurs images respectives sont distinctes également. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux éléments de l'ensemble de départ qui arrivent finalement au même élément dans l'ensemble d'arrivée. Et donc ça se traduit en termes mathématiques. Pour tout x1 appartient à E, pour tout x2 appartient à E, donc deux éléments de l'ensemble de départ E, si x1 est différent de x2, implique forcément que les images sont distinctes aussi. Ok. On a illustré ça par un petit exemple, la location d'emplacement de camping par exemple. On a voulu dire par exemple que chaque emplacement de camping ne pouvait être loué que par une personne, et donc si Bob a loué l'emplacement 142 et Kim le 1020, on voit que peu importe l'élément que l'on va prendre dans l'ensemble de départ des gens qui ont demandé une location, eh bien chacun de ces locataires sera relié à une seule image, un seul emplacement de camping. On n'a pas permis la possibilité que deux personnes ou plus louent le même emplacement de camping. Et donc à partir du moment où on a cette relation-là qui est en place, on peut dire que l'application est injective. Alors vous voyez également dans mon exemple qu'il y a un emplacement de camping qui pour l'instant n'a pas été loué. Donc il n'est relié à rien, mais pour l'instant l'application reste injective. Ça veut dire que chaque élément de mon ensemble de départ des locataires ne pointe jamais sur la même image. C'est-à-dire que deux locataires ne peuvent pas avoir loué le même emplacement de camping. C'est d'ailleurs normalement ce qui est le mieux. Alors, une deuxième propriété des applications, on peut aussi avoir ce qu'on appelle une application surjective. Donc si f est une application de E dans f, toujours, E l'ensemble de départ, f l'ensemble d'arrivée, et si tout élément de f possède au moins un antécédent par f, alors f est une surjective ou application surjective. Encore une fois, on va le mettre en termes mathématiques et puis on va l'expliquer au travers d'un exemple. Pour tout élément de f, donc l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un antécédent de E. Alors, notez bien les mots, il en existe au moins, ça veut dire qu'il peut en exister plus de 1. Et donc, comment ça se note en termes mathématiques? Eh bien, pour tout y appartient à f, pour tout y de l'ensemble d'arrivée, il existe un x qui appartient à E. Il existe, qui veut dire, qui se traduit par et il existe au moins un. X appartient à E, tel que y égale f de x, tel que y soit l'image de cet élément x au travers de l'application f. Si je reprends l'exemple de ma location d'emplacement de camping, cette fois-ci, eh bien je me rends compte que toutes mes réservations, tous mes emplacements de camping, cette fois-ci, ont forcément un antécédent. Je ne peux plus avoir un emplacement de camping qui n'est pas loué. Ils ont tous été loués. Et j'ai même loué certains emplacements à deux personnes. L'emplacement 521, je l'ai loué à Mike et Jill.
Donc dans cette application surjective, on a la notion que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un élément, au moins un antécédent dans l'ensemble de départ, et ils peuvent en avoir plusieurs. Le mot « au moins » est important. Et si vous avez déjà fait de la base de données, eh bien vous vous rendez compte que cette notion de « au moins »,« au plus », que l'on entend dans les applications injectives ou surjectives, eh bien ça fait furieusement penser à la notion de cardinalité que l'on va mettre en place. Et vous allez voir qu'on va expliquer cette notion de surjective, de bijective et ainsi de suite avec les bases de données, et vous allez voir que ce sont les mêmes notions en fait qui se cachent derrière. Une application bijective, cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f est une application de E dans f, et si f est injective et qu'elle est surjective, alors f est une bijection. Donc là, on va reprendre en fait les deux propriétés de l'injective. Ça veut dire, injective, ça veut dire que, je vous l'avais dit, que tous les éléments tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image distincte. Et surjective, ça veut dire que toutes les images, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Et en fait, la seule façon de cumuler les deux, ça veut dire qu'en fait, chaque ensemble de l'élément de départ a une et une seule image, et chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un et un seul antécédent. Et donc en fait, on a relié chaque élément de l'ensemble de départ est relié à un élément de l'ensemble d'arrivée. Et il n'existe aucun élément, ni dans l'ensemble de départ, ni dans l'ensemble d'arrivée, qui n'a été relié à rien. Et donc vous vous rendez compte que pour avoir une bijection, il faut effectivement qu'il y ait équivalence entre le nombre d'éléments dans l'ensemble de départ et dans l'ensemble d'arrivée. Et comment ça se traduit dans l'allocation de notre emplacement de camping? Eh bien tout simplement, chacun des locataires a loué un emplacement de camping. Il ne reste pas un seul locataire qui n'a pas d'emplacement, et il ne reste pas un seul emplacement qui n'a pas eu de locataire. Voilà. Donc on a vraiment une relation 1 à 1. Alors, pourquoi c'est important de parler de ça? Eh bien effectivement parce que les applications de ces fonctions injectives, surjectives et bijectives en informatique sont nombreuses. Même si on ne parle pas, on n'utilise pas les termes mathématiques pour les définir, en fait on s'aperçoit que cette notion de au plus, au moins, avoir un antécédent, ne pas en avoir, c'est quelque chose finalement qu'on met en place très souvent. On a par exemple, quand on définit dans un programme, on a des noms de variables uniques. Pourquoi on a un nombre de variables uniques? Parce qu'on veut associer finalement le nom de la variable à la valeur qu'elle contient. Et donc on veut pouvoir retrouver facilement finalement la valeur d'une variable en utilisant son nom. Et donc il faut que ce nom soit unique. Pareil, quand vous travaillez avec des pointeurs, les pointeurs dans les programmes en fait référencent des adresses auxquelles sont les données que vous voulez sauvegarder ou que vous voulez réutiliser. Là aussi, la référence du pointeur est quelque chose d'unique. Quand on veut déterminer la clé unique d'une base de données ou d'une table, là pareil, on essaie de chercher également, en fait, qu'est-ce qui rend unique l'occurrence d'une entité. Et donc on a aussi cette notion finalement de bijective, on essaie d'associer finalement un élément pour enlever toute ambiguïté. On ne veut pas définir par exemple une personne par son nom, on préfère la définir par exemple par son adresse email ou par son numéro de sécurité sociale qui est quelque chose d'unique, et qu'on va essayer, qui va nous permettre ensuite de pouvoir l'associer avec plusieurs choses de façon unique. Et à partir de ce numéro-là, on identifie la personne de façon unique. On a un peu cette notion de bijectivité aussi. On lève toute ambiguïté. À une personne correspond un et un seul numéro de sécurité sociale. Et donc on a cette notion de bijection entre le numéro de sécurité sociale et la personne. Les cardinalités dans les bases de données nous renseignent sur énormément de choses. Et on arrive à traduire en termes de base de données justement cette notion de au plus, au moins, et les différentes choses qu'on va voir directement dans des exemples. En cryptographie également, on a cette notion par exemple, où on se rend compte qu'un code bijectif, une transcription bijective, ça nous permet de revenir en arrière. Par exemple, on veut créer un code qui décale d'un rang toutes les lettres, par exemple A devient B, B devient C, C devient D, et bien ça, on pourrait se dire que finalement c'est une transformation bijective, puisque
pour revenir en arrière, il suffirait de redécaler une lettre vers la gauche et on aurait de nouveau notre code d'origine. Eh bien, quand on fait du cryptage, par exemple, quand on essaie de crypter les mots de passe dans une base de données, on veut justement que cette possibilité ne puisse pas être employée. Et donc, on ne veut pas pouvoir revenir en arrière et de décrypter quelque chose. Et donc, on utilise des codes qui sont ambigus. C'est-à-dire que quand on code, quand on crypte quelque chose, on obtient une solution unique. Par contre, cette solution unique, quand on veut revenir en arrière, elle correspond à plusieurs antécédents possibles. Et là, vous voyez qu'on a de nouveau cette notion de bijectivité, surjectivité et les propriétés qui sont associées. Et de manière générale, la notion de bijection se retrouve à chaque fois que l'on veut identifier un objet de manière unique et que l'on veut l'associer à quelque chose d'autre. Alors pour illustrer un petit peu ça, je vous propose de regarder un petit peu la base de données et j'ai créé un petit exemple et on va voir en fait quelle influence a la notion d'injectivité, surjectivité et bijectivité sur la base de données. Alors j'ai un exemple très simple, cette fois-ci, j'ai par exemple une agence, alors vous pouvez prendre de pub, de banque, d'assurance ou ce que vous voulez, et vous avez des employés qui travaillent dans cette agence. Donc c'est une base de données qui est finalement très simple, j'ai une table des employés, qui contient juste un identifiant et un nom, je ne vais pas aller dans les détails, et j'ai une agence, encore une fois identifiée par un identifiant et un nom d'agence. Et je veux savoir si les employés travaillent dans une agence. Si je reprends ce que j'ai dit sur la fonction injective, on avait dit que chaque personne, chaque élément de l'ensemble de départ, donc ici c'est mes employés, doivent forcément être reliés à des images différentes. Et donc, là, comment j'ai traduit ça en termes de base de données? Eh bien, je le traduis avec mes cardinalités. Donc, je dis que chaque employé doit travailler quelque part. Donc, j'ai ma relation 1-1. Et en termes d'agence, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, j'ai dit que je peux avoir une agence qui peut ne pas avoir d'employé, parce qu'elle est temporairement fermée, et qui peut avoir au plus un employé. Et donc, en fait, vous voyez que là, j'ai traduit la relation injective, l'application injective. Chaque employé est forcément relié à un lieu de travail et les agences ont au plus un employé mais peuvent en avoir 0 parce qu'il y a plus d'agences que d'employés et qu'il y a certaines qui ont été fermées. Voilà. Donc là, on retrouve cette notion un petit peu d'injective dans la base de données. Si je voulais traduire maintenant la relation surjective, comment je m'y prendrais? On avait vu que la surjective, en fait, c'est que tout élément dans l'ensemble d'arrivée possède au moins un antécédent. Et c'est comme ça qu'on a une application surjective. Donc là, vous voyez que cette fois-ci, il suffit de traduire le au moins un antécédent. Comment est-ce qu'on va le traduire là? Eh bien, en fait, on a toujours les employés, pour moi, qui travaillent dans un et une seule agence, puisqu'en fait, l'employé ne peut pas se dédoubler, donc lui, il va continuer à travailler dans une et une seule agence. Par contre, on va accepter, au niveau de la cardinalité de l'agence, qu'elle ait au moins un employé, donc elle ait au moins un antécédent, mais on va lui permettre d'en avoir plusieurs. Et donc la cardinalité qui va se retrouver ici, ça va être du 1n. Encore une fois, on a fait le rapport justement entre une fonction surjective mathématique et quelle est son implication finalement dans les choix que l'on va mettre dans notre base de données. Et de comprendre ces propriétés, ça va justement nous permettre aussi de finalement améliorer notre base de données, notre structure de base de données. Et pour ceux qui sont habitués à la base de données et à faire des modèles conceptuels de données avec Meurize, eh bien vous voyez que toutes les notions d'injection, d'injectivité, de surjectivité, de bijectivité, en fait vous les avez déjà vues, c'est juste les termes que vous n'avez pas vus, les termes mathématiques qui sont derrière. Donc là on a déjà montré comment on pouvait faire une injective, une surjective, et on avait vu finalement que la bijective c'était quoi? C'était le cumul des deux. Et le cumul des deux, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien si je reprends mon exemple ici, ça veut dire que mon agence, je peux avoir personne qui travaille en injective, et au plus une personne. Et je veux que ça colle avec l'agence, ma surjective qui dit j'ai au minimum une personne qui travaille et au maximum plusieurs. Donc si je devais traduire ça, ça veut dire que là au minimum j'ai 0, au maximum j'ai 1, là au minimum j'ai 1 et au maximum j'ai n, et bien en fait on s'aperçoit que la seule solution pour que les deux en fait concordent,
c'est que vous ayez une et une seule personne qui s'occupe de l'agence. Et là, vous allez avoir donc une cardinalité 1-1 pour dire que la bijective veut dire que à chaque employé, dans chaque agence, j'ai un employé qui travaille. Et donc ça, c'est un cas en base de données que l'on ne rencontre pas souvent. D'ailleurs, même ici, je travaille avec Looping. Looping m'interdit, par exemple, de faire du 1-1 de part et d'autre d'une association. Pourquoi ? Et bien souvent, quand vous avez 1-1 de part et d'autre d'une association, souvent c'est parce qu'en fait, l'entité devrait peut-être... l'entité que vous êtes en place devrait peut-être grouper les informations des deux entités que vous essayez de rejoindre. Si vous avez du 1-1 de chaque côté, c'est peut-être la même notion que vous êtes en train de mettre en place. Et donc la plupart du temps, les outils vont vous interdire de faire du 1-1. Mais l'idée est là, c'est qu'on est parti de l'injectif qui nous disait qu'on peut avoir pas d'employé qui travaille et O plus 1, et on voulait le cumuler avec la surjective qui voulait dire il y a au moins un employé qui travaille et O plus n. Et si on met les deux ensemble, on s'aperçoit qu'on a la bijective qui veut dire qu'on est sur un et un seul employé. Et la bijective veut bien dire ça. On a un employé par agence et un employé travaille pour une agence et pour une agence ne travaille qu'un seul employé. Et donc en fait on s'aperçoit par cette relation de bijectivité, ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est qu'à partir du moment où vous connaissez l'employé et vous savez que chaque employé ne travaille que pour une seule agence, et bien à partir du moment où vous connaissez l'employé, vous pouvez dire dans quelle agence il travaille sans ambiguïté. Et de même, si vous prenez une agence et vous savez qu'il n'y a qu'un seul employé qui travaille par agence, à partir du moment où vous connaissez l'agence, vous arrivez à déduire sans ambiguïté quel est l'employé qui travaille dedans. Donc vous voyez, ces notions se retrouvent énormément en base de données. On va passer à la composition de l'application. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement que vous pouvez pas seulement avoir une seule application, mais vous pouvez avoir une composée d'applications, c'est-à-dire que ce sont deux applications qui s'exécutent l'une après l'autre. Donc si f est une application de E dans f, c'est-à-dire que pour f, l'ensemble de départ est E, l'ensemble d'arrivée est f, et qu'on a G, une application de f dans G, donc c'est-à-dire que G part de f, qui est son ensemble de départ, et qui arrive dans G, qui est son ensemble d'arrivée, alors l'application composée de f par G est une application de E dans G. En effet, on se voit très rapidement que f, l'ensemble f, est l'ensemble d'arrivée pour l'application f, mais est l'ensemble de départ pour l'application G. Et donc en fait, on peut faire un saut de E vers f, puis de f vers G, en passant par les deux applications f et G. Et donc à tout élément x de E, on associe G de f de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'abord on va faire f de x qui va nous ramener un élément de f, et puis ensuite de cet élément de f, on va encore appliquer l'application G par-dessus, qui va nous ramener une image cette fois-ci dans l'ensemble G. Et donc comment ça se résume ? Eh bien tout simplement pour toute x appartient à l'ensemble de départ E, eh bien en fait il existe un élément dans l'ensemble G tel que ce fameux y soit égal à la composition G par f de x. Alors, pour la composition d'application, on a quelques propriétés. Donc la composition de deux injections reste une injection, la composée de deux surjections reste une surjection, et la composée de deux bijections reste naturellement une bijection. Et donc on a la possibilité de garder ces propriétés-là, et c'est très important puisque ça nous permet justement de ne pas avoir à retrouver finalement ces propriétés. Si on a identifié les propriétés des deux applications que l'on est en train de cumuler, eh bien on arrive très facilement à savoir quelles sont les propriétés du cumul. Alors on ne peut naturellement pas on ne peut pas qualifier la composée de deux applications, par exemple une injection et une surjection. Là on ne peut pas tomber sur une conjecture, on ne peut pas dire quelle propriété va concerner la composée. Alors, pour la bijection réciproque, qu'est-ce qu'on appelle par là ? Eh bien, pour comprendre la bijection, on a utilisé la table ASCII. Comme on est en mathématiques algo et qu'on n'est pas trop mauvais en informatique, on va se calquer sur la table ASCII. Et on va voir que la table ASCII, finalement, qu'est-ce que c'est ?
C'est une table qui associe à chaque caractère qui est imprimé sur l'écran d'un ordinateur une valeur entière, une valeur hexadécimale. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a créé ce genre de table? Eh bien tout simplement parce que si vous ouvrez un ordinateur, vous verrez qu'il n'y a que des fils électriques dedans, et qu'en fait il n'y a pas de cerveau. Et donc les fils électriques en véhiculent très facilement de l'information numérique. On peut très facilement symboliser un entier avec des fils électriques en passant par la codification binaire, mais on ne peut pas représenter de lettres. Et donc, qu'est-ce qui a été choisi pour représenter les lettres en fait dans l'ordinateur? Eh bien les lettres, on leur a dit, tout simplement la lettre, je vais la convertir dans un entier. Par exemple, je vais prendre A majuscule, je vais la convertir en 65, et je vais stocker 65 dans l'ordinateur. Et comment l'ordinateur va faire finalement pour savoir que ce qu'il a stocké, c'est bien la valeur ASCII de la lettre et pas la valeur numérique 65? Et bien tout simplement, ça c'est résolu par les types que nous donnons à nos variables. Si nous donnons à une variable un type caractère, et bien il va savoir que le 65 il va le convertir en A et il va mettre A dans notre variable caractère. Si par exemple nous avons une variable de type entier, l'ordinateur va mettre soit la valeur 65 dans le type entier. Pour en revenir à notre problème de bijection, et bien tout simplement vous vous rendez compte que la fonction qui associe un caractère à un nombre, à une valeur numérique, est une bijection, tout comme la valeur la valeur opposée qui donne justement la valeur à partir du caractère. Et donc en fait on se retrouve avec une bijection dans un sens et une bijection dans l'autre sens. Et donc on appelle ce qu'on a une bijection réciproque. Donc si E est l'ensemble des entiers dans notre table ASCII de 0 à 127, puisque notre table ASCII s'arrête à 127 caractères, et F l'ensemble des caractères imprimables, nous pouvons définir l'application F telle que F de 65 donne A et F de 66 donne B. Donc c'est la fonction qui, au nombre entier, associe le caractère associé. Et nous voyons que F est une bijection, puisque à chaque entier ne correspond qu'une seule lettre, et une lettre n'est associée qu'à un seul nombre entier. Vous voyez qu'en fait on a cette relation dans les deux sens. La table ASCII, ça ressemble énormément au petit jeu qu'on avait quand on était plus jeune, où on avait finalement un message codé en chiffres, et on associait des chiffres et des nombres à des lettres. Et on remplaçait chaque fois les nombres par la lettre qui était associée, et on arrivait à décoder le message. Et bien on peut imaginer la table ASCII fonctionnant exactement de la même façon. Et donc pour pouvoir décoder le message, vous vous êtes rendu compte que à chaque nombre ne correspondait qu'une lettre, parce que sinon ça aurait été impossible de décoder le message. On n'avait pas d'ambiguïté là-dessus. Si on avait le nombre, on avait automatiquement la lettre associée. Et là, le code ASCII, si on a la lettre, on arrive à retrouver le nombre décimal associé. Donc on est bien sur le cas d'une bijection. Et donc on peut définir une bijection réciproque de f, qui en fait, si à un nombre entier 65, on associe la valeur a, et bien la bijection réciproque, en fait, nous permet de faire le chemin inverse et permet d'associer au caractère a le nombre 65. Pareil pour b, là on a une fonction bijective qui associe au nombre 66 la valeur de b, et on a une fonction réciproque qui va cette fois-ci associer au caractère b sa valeur numérique 66. Et donc, si on veut se prendre une petite application en Python pour voir comment tout cela ça fonctionne, eh bien en fait il suffit simplement d'utiliser des fonctions Python qui existent déjà. Vous voyez que si j'ai la fonction ord qui va me donner par exemple l'ordonnée de A, vous voyez 65, qui ne va pas être la même chose par exemple que si je prenais l'ordonnée de A minuscule. Vous voyez qu'il est à 97. Et même je peux même avoir des ordonnées d'un nombre, puisque les nombres sont aussi dans la table ASCII. Et donc vous voyez que cette fonction ord va me donner finalement la représentation numérique de chacun des caractères que j'ai dans ma table ASCII. Alors naturellement, j'ai aussi la fonction inverse, qui est la fonction CHR, qui va me redonner le caractère qui est associé à un code ASCII. Donc si je fais CHR de 66, je vais retrouver B. Et ainsi de suite. Si je fais CHR de 50, je vais retrouver le nombre 2. Enfin, le caractère 2. Ok. Donc à quoi ça peut servir tout ça?
Et bien tout simplement, ça peut servir si jamais vous voulez faire du passage, si vous voulez par exemple faire une fonction uppercase qui met par exemple tout en majuscule. Imaginons par exemple j'ai un caractère C et dedans je vais mettre la valeur H. Ok ? Et je veux en fait, cette valeur C, je veux pouvoir la remettre, je veux pouvoir récupérer le code du H majuscule. Je veux mettre ce H en majuscule. Et bien tout simplement avec ces fonctions-là, je vais pouvoir le faire. Je vais prendre l'ordonnée de H, l'ordonnée de C, pardon, donc de ma valeur H. Je vais enlever l'ordonnée de A minuscule. Donc en fait, je vais juste expliquer ce que je vais faire. Si je fais l'ordonnée de C, je vais récupérer le nombre dans la table ASCII qui correspond à H. Donc vous voyez la table ASCII, si je la reprends, je vais avoir mon petit H qui est là, qui va avoir la valeur 104. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la valeur 97 qui correspond à A minuscule. Et donc, si je fais ça, je vais faire ord de C moins ord de A minuscule, et je vais obtenir 7. Et à quoi correspond 7 ? En fait, 7, ça correspond simplement à dire que H, c'est la 7e lettre. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc effectivement, c'est la 8e, parce que effectivement, on commence à 0. Hein. Donc c'est 0, 1, 2, A. Ouais, en fait, on commence 0, ça correspondrait à A, et on arriverait à un décalage de 7 pour H, alors qu'effectivement, c'est la 8e lettre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, en fait, si j'ai le nombre qui correspond à A, si je fais ce nombre-là plus 7, je vais obtenir le nombre qui correspond à H. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire ? Eh bien, tout simplement ce 7, ce truc que j'ai à faire ici, je n'ai plus qu'à lui additionner l'ordonnée de A majuscule. C'est-à-dire que cette fois-ci, je prends l'ordonnée de A majuscule et je lui ajoute le décalage pour retrouver H. Et donc là, ça va me donner 72. Et 72, si je reprends ma table ASCII, 72, ça correspond bien à H majuscule. Donc il suffit que je fasse un CHR de l'opération que j'ai là. Et vous voyez que je suis arrivé finalement à avoir un H majuscule. Je suis donc arrivé à mettre en majuscule finalement le caractère que j'avais saisi dans ma variable C au travers des différentes opérations sur la table ASCII. Et encore une fois, ça c'est possible parce que la table ASCII récupérait un caractère par rapport à sa représentation numérique ou récupérer la représentation numérique par rapport au caractère, ce sont deux fonctions bijectives. Une fonction bijective réciproque. Donc ça, on avait vu. Donc la bijection réciproque que nous venons de définir est également une bijection. Naturellement, on l'a vu avec la table ASCII, si jamais je peux avoir la lettre par rapport à la représentation numérique, je peux aussi avoir la représentation numérique par la lettre, et sans aucune ambiguïté. Donc la bijection réciproque était naturellement également une bijection. Et ça, c'est quelque chose que on pouvait s'y attendre, puisque quand on avait vu l'exemple de notre base de données, on avait vu par exemple quand un employé ne travaillait que pour une seule agence, qu'une seule agence ne contenait qu'un seul employé, on voit bien que si on partait de l'employé, on arrivait à retrouver l'agence, si on partait de l'agence, on arrivait aussi à retrouver l'employé d'un coup sûr. Donc pour généraliser, si f est une bijection de E dans F, alors il existe toujours une bijection réciproque de F dans E. Donc si on part de l'ensemble de départ et qu'on arrive à l'ensemble d'arrivée et qu'on a une relation de bijection, on a aussi une bijection réciproque qui part de l'ensemble d'arrivée pour arriver à l'ensemble de départ. Donc pour tout couple XY appartenant à EF, appartenant au produit cartésien de E par F, f de x égale y implique que f moins, donc la réciproque de y, on retombe sur un élément qui appartient à l'élément de départ. Et donc il faut distinguer, par contre, quand vous faites l'application réciproque sur un ensemble, donc on a tout à fait le droit d'écrire
application réciproque sur un ensemble, qui en fait va nous donner en résultat l'ensemble des images réciproques, et il faut le distinguer quand vous faites une fonction sur un élément, où cette fois-ci, la fonction réciproque va donner que l'antécédent de cet élément. Donc si l'application appliquée sur un ensemble donne un ensemble, l'application appliquée sur un élément donne un élément. Attention de ne pas confondre les deux. Et pourtant, c'est une notation qui vraiment se ressemble. Alors comment est-ce qu'on peut finalement voir cette notion de bijection réciproque? En fait, on a juste un petit peu amélioré le schéma qu'on avait déjà fait avant. Donc si f est une bijection de E dans f, et que G est une bijection de f dans G, alors la composée G f est une bijection de E dans G, qui possède une bijection réciproque, G f de moins 1, qui est égale à la réciproque de f composée avec la réciproque de G. Donc on a plusieurs chemins pour voir ça. On part de l'ensemble E pour l'expliquer en détail, et on a une application qui associe à tous les éléments de E un élément dans f. Puis on part de f, l'ensemble f, et on a une application G qui, à chaque élément de f, en fait, donne un élément dans G. Et bien, ces deux f et G peuvent s'écrire tout simplement d'une seule façon, avec la composée de G et de f, qui va directement donner, à partir d'un élément de l'ensemble E, un élément image dans l'ensemble G. Et donc, tout ce qu'on a vu sur la réciproque est vrai aussi. Si on a la réciproque de G qui, à tout élément de G, associe un antécédent dans f, et si on a un élément dans f qui au travers de la réciproque de f, f-1 redonne un élément dans E, là aussi on peut avoir une fonction composée, f-1 composée avec g-1, qui va nous permettre de trouver à chaque élément de G une image dans E. Et donc il faut faire attention à la notation, c'est toujours l'élément, la fonction de droite qui est effectuée en premier. Donc si on a G composé de f, on va d'abord avoir f de x, et le résultat va être interprété, encore une fois, dans G. Là, pour la réciproque, c'est l'inverse. On va d'abord appliquer la réciproque de G à un élément qui est de G, pour avoir un élément de f, et ensuite cet élément de f, on va lui appliquer la réciproque de f pour avoir de nouveau un élément dans E. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de voir avec notre situation de base de données, comment est-ce qu'on peut symboliser ça? Eh bien on pourrait le symboliser tout simplement en disant que on pourrait symboliser les voitures de fonction, et on pourrait dire par exemple qu'une voiture de fonction aurait un identifiant et aurait aussi pas besoin de plus qu'un identifiant finalement, on va dire que c'est la plaque d'immatriculation, voilà, et on pourrait dire en fait tout simplement qu'une voiture de fonction, elle est destinée à un et un seul employé. Là je n'ai pas le droit de faire le 1-1, mais l'idée y est, on va l'expliquer comme ça. Et on va l'expliquer comme ça. Imaginons qu'on parte d'un ensemble de départ qui soit le parc automobile, toutes les voitures de fonction. Puisque une voiture de fonction ne peut appartenir qu'à un seul employé, un et un seul employé, à partir du moment où vous connaissez la voiture, eh bien vous connaissez son conducteur sans ambiguïté, puisque à chaque voiture n'est associé qu'un et un seul employé. Ok. Et puis cet employé, en fait, travaille dans une agence. Mais on a vu dans l'agence, en fait, qu'il n'y a qu'un et un seul employé qui travaille dans une agence, et que l'employé ne travaille que dans une et une seule agence. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous connaissez la voiture, vous connaissez l'employé sans ambiguïté, et à partir du moment où vous connaissez l'employé, vous connaissez aussi l'agence sans ambiguïté. Et donc ça, c'est ce que vous montre un petit peu la force de la bijection, c'est-à-dire que vous pouvez définir finalement des valeurs sans ambiguïté, et vous pouvez, en connaissant par exemple la voiture, vous pouvez déduire quel est l'employé, et l'employé déduire quelle est l'agence, à coup sûr. Et ça, vous pouvez le déduire uniquement parce que vous êtes dans une bijection, et que la bijection, comme dans la table ASCII, en fait, associe un code à une lettre à une code, et ça, peu importe dans quel sens vous le prenez. Si par exemple vous prenez l'agence,
À partir de l'agence, vous arrivez à retrouver quel est l'employé qui travaille dans cette agence, puisqu'il n'y a qu'un seul employé qui travaille dans cette agence. Et une fois que vous avez l'employé, vous pouvez retrouver la voiture de cet employé, puisque chaque employé a une et une seule voiture, et que chaque voiture n'est destinée qu'à un seul et un seul employé. Et donc vous voyez que cette notion de bijection, elle va finalement vous aider à retrouver énormément d'informations, notamment en base de données. Et en fait, cette information de bijection, surjection, injection, encore une fois, on le retrouve énormément dans les cardinalités que l'on va définir dans nos bases de données. Voilà pour la théorie des ensembles. Donc on a vu au travers de 3 vidéos une petite introduction à la théorie des ensembles. On avait vu dans la première vidéo finalement comment définir un ensemble, définir par les éléments qui le composent, définir aussi par une règle qui permettait justement de savoir si un élément suivait les règles pour être dans cet ensemble. On a vu ensuite, on a déclaré la relation binaire qu'il pouvait y avoir entre des éléments de plusieurs ensembles ou même dans le même ensemble. Et on a vu maintenant cette notion d'application qui s'appliquait maintenant non plus seulement à un seul élément d'un ensemble, mais à tous les éléments d'un ensemble donné. Et ça, en fait, c'est quelque chose que l'on retrouve, on l'a vu, énormément en base de données, puisque la base de données est elle-même souvent, quand vous faites du SQL, une base de données relationnelle, donc basée sur les relations, et c'est donc normal que l'on retrouve cette notion de relation binaire dans les bases de données relationnelles. On a ponctué un petit peu ces exemples avec de voir comment fonctionne tout cela en Python, comment est-ce qu'on pourrait mettre en place des structures de données qui pourraient contenir les informations que l'on essaie de mettre en place. On a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait modéliser ces relations, comment est-ce qu'on pourrait retrouver les différentes informations que l'on trouve dans notre graphe, comment le symboliser. Et en fait, on a vu également justement que les différentes relations en fait, pouvaient s'apparenter de nouveau à des graphes. Et donc en fait, on arrive sur quelque chose sur la théorie des graphes, quelque chose qu'on a aussi déjà vu, et qu'on avait vu que la théorie des graphes peut aussi se représenter sous forme de matrice d'adjacence, sous liste de successeurs ou liste de prédécesseurs. Et donc on retombe de nouveau sur un domaine qu'on a déjà abordé, qui est déjà un petit peu plus connu. Donc en fait, toutes les notions que l'on voit au travers de ces cours, finalement, n'arrêtent pas de se croiser, et en fait on se rend compte que beaucoup de ces notions, nous les utilisons déjà en programmation ou en base de données sans même le savoir. Mais en fait, on s'est posé des questions différemment. On s'est posé des questions sur les cardinalités qui finalement reviennent à qualifier la relation, exactement comme on vient de le faire en mathématiques. Et donc, en fait, si on a compris un domaine, en fait, il est très facile de comprendre maintenant cette notion mathématique qui se cache derrière. Donc, je vous laisse cogiter là-dessus, sur la théorie des ensembles, de voir quels sont les liens avec les choses que vous savez déjà faire, et je vous dis à bientôt pour la suite.